7,9, c'est la note qu'a reçue Dragon Ball Daima sur le fameux site de notation IMDb. C'est donc forcément une bonne série. Non ? C'est dommage, car une telle qualité d'animation n'a jamais été égalée pour du Dragon Ball. Lors de l'an 774, la Z-Team a vaincu l'une des plus grandes menaces qu'ils ont rencontrées sur Terre, Majin Buu. Cependant, lors de cet événement, le puissant sorcier Babidi avait réussi à mettre à son service l'actuel roi des démons, Dabra, qui fut tué par Buu peu après son éveil, laissant encore aujourd'hui son trône vacant. Mais un Majin à la petite taille et aux fesses rebondies nommé Goma, en voyant sur son écran 4K LCD la mort de son prédécesseur, se rend alors compte que c'est lui, le digne héritier de ce royaume. Vous vous rendez compte de la chance qu'il a? Lui, il a droit à un vrai remake de DBZ avec une bonne animation, chose que nous, pauvres mortels, n'aurons probablement jamais. Seulement le nouveau roi, terrifié par la puissance de la Z-Team, qui pourrait un jour faire irruption dans le monde des démons, élabore un plan ingénieux pour supprimer cette menace. Il part donc en direction de la Terre, accompagné de son serviteur Degesu, ainsi qu'avec un ancien Namek nommé Neva, à qui il a promis de prolonger la vie de 1000 ans. En un instant, les Majin débarquent au palais face à Dende et Mister Popo. L'étrange Namek, grâce à ses pouvoirs, parvient à rassembler rapidement les boules de cristal de la Terre et s'apprête à invoquer Shenron. Voyant que la situation commence à puer du cul, à votre avis, que va faire Dende? Réponse A, contacter la Z-Team par télépathie. Réponse B, leur faire un room tour du palais divin. Réponse C, les attaquer directement avec ses petits bras. Et la bonne réponse est la réponse C. Ce à quoi Degesu répondra avec un Atemi en plein dans la glotte, calmant les ardeurs du Namek. Et ce qui devait arriver arriva. Shenron apparaît et réalise le vœu de Goma, qui est de transformer toute la Z-Team en enfant. Mais dis donc, ça me rappelle quelque chose ça. Et c'était pas forcément un bon souvenir. Quoi? Le producteur de Daima a dit que ce ne serait pas comme GT? Bon, bah dans ce cas, attendons de voir la suite. La Z-Team, après avoir aperçu ce ciel noir, se rend compte qu'ils ont tous rapetissé. Et avec ce changement de proportion, nos héros ont beaucoup plus de mal à apprécier les distances, que ce soit pour voler ou combattre. Si j'étais à leur place, je ne m'inquiéterais pas de savoir si je peux encore voler, mais plutôt de savoir si vraiment tout a été réduit de taille. Quoi qu'il en soit, Goku et ses amis arrivent au palais divin, peu après que Goma ait emporté Dende avec lui au royaume des démons, afin qu'ils ne puissent plus utiliser les Dragon Ball de la Terre. Pas le choix, s'ils veulent retrouver leur taille et sauver Dende, ils doivent partir vers le monde des démons. Heureusement, le Kaioshin qui semble être natif de là-bas a un vaisseau pour s'y rendre, sauf qu'il faudra le réparer. Bulma s'occupe donc de cette tâche, pendant que nos héros essayent de s'habituer à leur nouveau corps. Goku a alors l'idée d'aller récupérer son bâton magique pour pouvoir de nouveau combattre efficacement. Mais rapidement, un nouveau venu du royaume des démons nommé Glorio débarque. Bien que ses motivations soient floues, il compte aider nos héros dans leur quête. Son vaisseau étant étroit, seul Goku et le Kaioshin l'accompagnent donc. Nos héros traversent alors un portail dimensionnel en forme de poisson qui les amène directement au royaume des démons. Ce mystérieux lieu est divisé en 3 mondes, avec différents gardiens nommés Tamagami, protégeant chacun une Dragon Ball. Le ciel s'assombrissant, nos héros décident de passer la nuit dans une auberge où Goku est victime de racisme car il n'a pas les oreilles pointues. Un terrible combat commence pour notre héros qui est assailli de toutes parts par les monstres. Il se débat, combat comme une bête pour survivre et... Non, je déconne, il les défonce. La nuit passe et le lendemain nos héros découvrent avec stupeur que les brigands de la nuit dernière ont volé leur vaisseau. À ce moment-là, vous vous dites que c'est quelque chose de pas trop grave. Mais je vous l'assure, les problèmes de vaisseau vont vous hanter pendant toute la série.
Goku et ses amis vont donc marcher. Oui, parce qu'apparemment dans ce monde, l'air est trop lourd pour pouvoir voler. La balade champêtre mène nos héros jusqu'à une petite boutique où Goku trouvera des insectes ayant diverses propriétés, comme soigner ou même fusionner. Après en avoir acheté quelques-uns, notre héros reprend sa route en direction du Tamagami de ce troisième monde, gardant une des Dragon Ball pouvant exaucer un vœu. Mais sur leur chemin, nos héros tombent sur un village où l'armée de Goma opère pour taxer des ressources aux habitants du coin, quitte à leur voler de l'espérance de vie s'ils ne peuvent pas payer. Un mystérieux justicier masqué intervient alors pour mettre en déroute l'opération. Mais le sauveur mystère se retrouve vite encerclé par les gardes. Goku lui vient donc en aide et colle une raclée aux gendarmes avant de prendre la fuite. Goku se retrouve donc accompagné du sauveur masqué, qui n'est autre qu'une jeune Majin nommée Pansy. Heureusement, celle-ci s'avère être la fille du roi de ce royaume, qui souhaite aussi faire chuter Goma du trône. Testant la force de Goku dans son palais, ils ne sont capables de changer le cours des choses. Elle lui donne donc un vaisseau ainsi que des provisions, ce qui évitera une longue marche fastidieuse pour nos héros. Enfin ça, c'est ce que j'aurais dit, si le vaisseau ne tombait pas en panne 5 minutes après, car il est trop chargé. La fumée qu'a provoqué le crash attire donc les patrouilles de soldats qui cherchent activement Goku. Mais pour une fois, celui-ci arrive à se faire discret et ne pas attirer l'attention des gardes, bien que ceux-ci inspectent l'identité de Pansy à cause du collier qu'elle porte. Et oui, dans la dictature de Goma, chaque habitant a son identité traquée par un collier explosif qui fonctionne comme un QR code. Ah, sacré démon, ils en ont de l'imagination. En tout cas, c'est sûr, ça n'arrivera jamais dans notre monde, hein. Nos héros continuent leur route jusqu'à ce que la lune se lève. Et Glorio veut mettre au défi Goku pour savoir s'il est vraiment capable de vaincre Goma, mais aussi les Tamagami qui gardent les Dragon Ball. Un peu bizarre le Glorio. Si tu voulais être vraiment sûr de la puissance de Goku, tu aurais dû la vérifier avant de partir. Genre, imaginons que le résultat ne te convienne pas. Tu fais quoi ? Tu le ramènes ? Enfin, je ne vais pas trop me plaindre, car c'est l'occasion de voir Goku faire un vrai combat et même de flex un peu avec sa force. Le test est plus que rempli et nos héros vont pouvoir reprendre leur route. Du côté de la Terre, Bulma, malgré plusieurs tentatives, n'arrive pas à réparer l'ancien vaisseau du Kaioshin. Mais Ibisu, un agent du père de Pansy, vient les chercher pour les amener au royaume des démons. Poursuivant leur route, Goku et les autres sont une nouvelle fois arrêtés par les gendarmes. Mais cette fois, nique la discrétion, Goku mène l'assaut et une bagarre commence. Bagarre qui, malencontreusement, endommagera le vaisseau de nos héros. Mais, alléluia, ils ont la bonne idée de voler celui des gendarmes. C'est ainsi que Goku et ses amis atteignent l'endroit où se trouve le Tamagami du troisième monde. Ce sera l'occasion pour Goku de se mesurer à ce guerrier et de nous donner un peu de spectacle. Avec cette démonstration de force, le Tamagami s'avoue vaincu. Après une petite épreuve de perception, Goku parvient donc à obtenir la première Dragon Ball. Mais tout danger n'est pas pour autant écarté, car Arinsu, la sœur du Kaioshin voulant elle aussi renverser Goma dans l'ombre, a récolté sur Terre lors du combat contre Buu des parties de son organisme. Avec cet échantillon, elle part donc voir une sorcière qui est la créatrice originale de Majin Buu. En utilisant un peu de l'ADN de Buu, un rituel se met en place et Majin Buu apparaît. Quant au groupe de Vegeta ayant rejoint le monde des démons, ils ont fait escale en boîte de nuit et ont vu leur avion eux aussi disparaître après que Vegeta ait cassé la gueule à un groupe de brigands. Pour le coup, c'est peut-être un des éléments les plus réalistes de la série. Justement, les brigands reviennent quelques heures plus tard avec des potes à eux pour prendre leur revanche. Bon, il ne faudra pas plus de 2 minutes pour que Vegeta leur colle de nouveau une branlée et qu'ils avouent où est caché l'avion. Pendant ce temps, dans le premier monde, Arinsu, accompagné de Majin Buu, compte tester la force de sa nouvelle création en l'opposant au Tamagami. Sauf que bon, même si le crâne d'œuf ne se débrouille pas trop mal, il n'est pas de taille face au protecteur de la Dragon Ball. Seulement, bien que ce premier test soit un échec, Arinsu ne compte pas en rester là. Nos héros, eux, arrivent finalement au portail menant aux autres mondes des démons. Goku décide donc d'aller au deuxième pour aller récupérer une autre Dragon Ball. Car après tout, il y en a quelque chose à foutre de Dende. On découvre donc que ce second monde ressemble beaucoup à la planète Namek.
Cependant, Goku ayant piqué un vaisseau des gendarmes, se retrouve vite attaqué par des nouvelles patrouilles. Mais la situation dégénère quand un kraken émerge de l'eau et dévore leur vaisseau. Pour une fois, la troupe va donc voler jusqu'à la terre ferme la plus proche avant d'être rejoint par Vegeta et les autres. Sur ces terres où vivaient à l'origine les Namek, un vieillard fait son apparition, qui n'est autre que Neva, celui qui avait accompagné Goma pour son voyage sur Terre, et qui se trouve être le créateur des Dragon Ball de ce monde. Bien que nos héros n'aient aucune connaissance de qui il est, Piccolo voit clair dans son jeu, et dévoile l'identité du Namek au grand jour. Bien qu'ayant aidé Goma, Neva compte accompagner nos héros pour formuler leurs vœux une fois les Dragon Ball réunis, car apparemment, Piccolo ne sait plus parler le Namek. C'est quand même con pour un mec qui passe ses journées à méditer de ne plus savoir sa langue natale. Mais soit. Nos héros se dirigent donc vers le second Tamagami, qui s'avère être aussi une création de Neva, pour protéger les Dragon Ball des mauvaises intentions. Arinsu, elle, utilise le reste des cellules de boue qu'elle a récupérées pour obtenir un Majin beaucoup plus puissant, bien qu'il pourrait devenir hors de contrôle. Une fois le rituel accompli, Majin Buu apparaît, qui, bien que plus puissant, semble aussi plus simplé. Quoi qu'il en soit, il est venu le temps pour lui de mesurer sa force contre le Tamagami, se battant à la fois d'une manière bestiale et cartoonesque, il n'est pas sans rappeler le gros Buu original. Mais bien qu'il tienne tête au Tamagami, le Majin est rapidement en manque de chocolat. Heureusement, son grand frère va vite lui en chercher, permettant à Buu de se battre à fond et de terrasser le Tamagami. Cependant, avant d'obtenir la Dragon Ball, il doit passer une dernière épreuve, qui sera du calcul mental, avec des chiffres qui défient la pleine vitesse. Mais Buu, sur ce genre de truc, n'est clairement pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Heureusement, Majin Buu, son grand frère, est plus intelligent qu'il n'en a l'air, et donne la bonne réponse sans hésitation. Surpris, le Tamagami n'a d'autre choix que de lui donner sa Dragon Ball. Nos héros, eux, arrivent finalement en face du second Tamagami que Vegeta compte combattre. Jaugeant sa force au début, Vegeta n'a pas trop de challenge, jusqu'à ce qu'il se fasse avaler par un kraken géant durant le combat. Mais ne vous en faites pas, il va vite ressortir du ventre de la bête et corriger le Tamagami. Du moins, jusqu'à ce que Neva décide de donner un power-up à sa création. La confrontation tombe donc à l'avantage du Tamagami, qui explose Vegeta et l'envoie au fond de l'océan. Et là, Vegeta se relève et sort le SSJ3. Ouais, comme ça. Ça faisait plus de 10 ans qu'on attendait de voir cette transformation sur Vegeta. Mais là, rien. J'ai rien ressenti, c'est trop soudain. Il n'y a aucun build-up autour et on nous balance ça à la gueule sans aucune raison. Dommage, ce qui aurait dû être un événement devant nous marquer passe pour un truc banal. Heureusement que l'animation aux petits oignons et les moments de flex de Vegeta mettent un peu d'épices sur ce plat insipide. Après une énigme à la con, nos héros récupèrent leur seconde Dragon Ball et se dirigent enfin vers le premier monde des démons, en espérant que Dende ne soit pas déjà mort. Mais voyant que la Z-Team se dirige vers lui, Goma désactive les portails, reliant les différents mondes. De toute façon, Goku et les autres n'arriveront pas tout de suite, car devinez quoi, le vaisseau tombe encore en panne. Franchement, les mecs de Naruto feraient fortune dans le monde des démons, vu le nombre de pannes qu'il doit y avoir à l'année. Nos héros font donc un atterrissage forcé sur une île qui semble être peuplée par les géants. Sauf que, pendant que Panzi et Bulma réparent le vaisseau, un des titans passe non loin d'eux. Goku se fait donc repérer par l'animal de compagnie du géant qui le prend en chasse. Mais il réplique avec un Kamehameha qui alerte son maître. Le géant, intrigué par le vaisseau qui démarre à nouveau, tente de l'attraper, mais sera distrait in extremis par Goku, qui part ensuite loin de cette planète avec les autres. Au palais de Goma, même si l'accès jusqu'au premier monde est bloqué, le souverain décide de faire appel à des gardes d'élite pour sa sécurité. Je ne vais pas vous faire un dessin, les zigotos que voici sont un commando Ginyu en moins bien. Car bien que le commando soit ridicule dans la saga originale, ils avaient au moins le mérite d'être une menace. D'ailleurs, Vegeta pourra en témoigner mieux que moi.
Quoi qu'il en soit, nos héros sont bloqués dans le second monde car les portails sont désactivés. Mais le royaume des démons reliait autrefois tous ces mondes par un passage commun. Passage qui a été bloqué par une puissante barrière magique à cause des différents problèmes entre les habitants. Seulement, devinez qui a dressé cette barrière. Neva, le vieux Namek, qui n'aura aucun mal à la retirer, laissant passer nos héros vers le premier monde. Ouais, Neva est à présent le couteau suisse de la série. Dès qu'il y aura un problème, ne vous en faites pas, il sera là. Cependant, la Z-Team, à peine arrivée, est rapidement pris en chasse par des hordes de gendarmes qui parviennent à mettre Goku à terre en un tir de blaster. Oh waouh, si le royaume des démons a des armes capables de faire faiblir les Saiyans en un tir, là je dis pas, on a peut-être trouvé une véritable menace à la série. Bref, nos héros parviennent à avancer jusqu'au palais, mais ils sont confrontés à des adversaires encore plus puissants, qui leur posent une difficulté inouïe. Je veux parler des tanks. Heureusement, ils sont sauvés par le père de Panzi et ses troupes qui arrivent en mode Rambo et explosent les blindés. Mais avant de poursuivre le script, je dois vous faire part d'une ancienne légende. Dans ce monde démoniaque, un puissant objet a été autrefois volé et perdu. C'est l'Oculus tertiaire, conférant un pouvoir inimaginable à celui qui le porte. Mais cet item légendaire, qui est à présent introuvable, se trouve à présent à la ceinture d'Ibisu, qu'il a depuis le début de l'aventure. Mais bon, comme un con, il échange sa ceinture contre un chapeau en forme de crotte, et devinez qu'il récupère l'Oculus, Goma. En même temps, il faut au moins ça pour avoir un combat final, car actuellement, les tanks font de plus menaçants antagonistes que lui. D'ailleurs, nos héros, devant le portail du palais, font la rencontre de terribles adversaires, le commando d'élite et leur pose suggestive. Sans surprise, ce sont des clowns qui retournent leur propre attaque contre eux-mêmes, laissant Goku et ses amis avancer sans problème. Sentant la tendance inversée, Degesu compte quitter le palais en prenant Dende avec lui, pour qu'un jour peut-être, il puisse devenir le roi des démons. Ce plan est complètement con, car c'est la meilleure chose à faire si tu veux que la Z-Team vienne te péter la gueule. La preuve avec Goma. Mais bon, même avec Dende en otage, Degesu se fait surprendre par nos héros qui le neutralisent en un instant et récupèrent Dende. Ceci étant fait, la Z-Team peut enfin rentrer sur Terre. Et c'est ainsi que se termine Dragon Ball GT. Ah non, c'est vrai, ils ne sont pas encore revenus à leur forme adulte. Du coup, ils se rendent là où se trouve le dernier Tamagami, mais découvrent avec surprise qu'il n'a plus sa Dragon Ball. Harinsu fait donc son apparition avec Majin Buu et Dou, et propose un combat à nos héros dans lequel le perdant donnera ses Dragon Ball au gagnant. Vous connaissez Goku, dès que ça parle de baston, il est chaud et décide d'affronter Dou. Le combat est un peu cartoonesque, mais assez cool à regarder. Cependant, il sera vite stoppé par Goma, qui a acquis une force terrifiante en ayant fusionné avec l'Oculus tertiaire. Mais si vous voulez mon avis, avec sa tenue, on pourrait croire qu'il fait partie des Pride Troopers de l'univers 11, et que tous les soirs, il va pousser à la salle avec Jiren. Tout le monde découvre alors avec surprise et crainte qu'il a l'Oculus tertiaire avec lui. Même Neva est choqué que l'œil maléfique ait refait surface, pourtant il l'a eu devant ses yeux pas mal de fois avec la ceinture d'Ibisu. Faut peut-être croire qu'au final, il est plus aveugle que sénile. Bon, en tout cas, ça y est, on va enfin en finir. C'est l'heure du combat final de Dragon Ball Daima. Vegeta s'y colle en premier et jauge la force de Goma. Mais malgré son inexpérience au combat, le roi des démons parvient sans problème à lui tenir tête. Goku, observant l'affrontement tourner à leur défaveur, juge alors bon que toute la Z-Team rentre dans la mêlée. Le Tamagami du premier monde, ainsi que Majin Buu et Dou rejoignent aussi la bataille. Seulement, avec les pouvoirs qu'il a acquis, Goma repousse les assauts combinés tout en se soignant en continu grâce à l'Oculus tertiaire. À ce stade, il est quasiment invincible et nos héros épuisent rapidement leur endurance. Immobilisé par Goma, Goku n'a d'autre choix que de déployer le SCJ-3 afin de se libérer. Pour la première fois du combat, les coups de notre héros semblent réellement avoir un impact sur son adversaire. Mais contrairement à Goma, Goku en SCJ-3 épuise rapidement son énergie et se retrouve au bout d'un moment à la merci du roi des démons. Heureusement, nous avons Neva, le passe-partout de cette série qui va aider notre héros. Et à votre avis, que va-t-il faire? Réponse A, soigner Goku. Réponse B, faire une danse du ventre devant Goma. Ou réponse C, transformer Goku en SCJ-4. La bonne réponse est la C.
Comme par magie, Goku retrouve sa queue de singe. Et avec cette nouvelle transformation, débarrassé de sa symbolique originale, notre héros lui décoche quelques patates et un Kamehameha, l'envoyant dans les entrailles de la Terre. Pour un animé qui ne devait pas ressembler à GT, je trouve quand même que ça y ressemble vachement. Cependant, la puissance brute du SSJ4 n'arrive pas à bout de Goma, qui se soigne une nouvelle fois avec l'œil maléfique. Goku, pris de court, perd alors en puissance jusqu'à revenir à sa forme de base. Quand, tout à coup, Glorio reçoit l'appel de Harinsu pour qui il travaille dans l'ombre depuis le début. Celle-ci lui demande donc de réunir les Dragon Ball et de lui exaucer son vœu pour qu'elle devienne la reine des démons. Ne me demandez pas quelles sont les motivations de Glorio, pourquoi il fait ça et qu'est-ce qu'il y gagne, car j'en sais rien, et ce sera jamais expliqué de toute la série. Mais quoi qu'il en soit, force est de constater que Glorio manie mieux la langue des Namek que Piccolo, et parvient à invoquer le dragon sacré qui est un Porunga rouge. Goma, voyant la douille arriver, fonce alors sur Porunga, qui le repousse d'une puissante pichenette. Glorio formule donc son vœu. Mais bon, vu que ça n'a jamais été vraiment un antagoniste, il demande aux dragons de rendre leur taille adulte à nos héros, devant le regard médusé de Harinsu. En même temps, si le personnage était aussi intelligent qu'il est présenté, Harinsu aurait pu apprendre le Namek elle-même pour formuler son souhait. Ceci fait, la Z-Team peut enfin rentrer sur Terre. Ah non, c'est vrai, vu que Goma est là, pourquoi pas en profiter pour lui casser la gueule. Vegeta ayant retrouvé sa taille adulte, compte donc à présent affronter le roi des démons seul. Reprenant rapidement ses réflexes, le prince des Saiyans ne tarde pas à passer en SSJ3 et moleste Goma comme un sac de frappe. Cependant, même s'il subit un puissant Final Flash qui l'envoie valdinguer au fin fond du ciel, la régénération de Goma lui permet de revenir indemne comme si de rien n'était. Et, tout comme Goku avant, Vegeta commence à manquer d'endurance. Mais, en cherchant dans un très ancien livre du monde des démons, Harinsu et Ku trouvent la faiblesse de l'Oculus tertiaire, qui doit voir son porteur frapper successivement 3 fois la nuque pour qu'il s'éjecte. Bulma fait alors du chantage affectif à Vegeta pour qu'il revienne et laisse Goku mener le plan pour vaincre Goma. Et pour gagner du temps afin que la Z-Team se mette en place, Goku va lui jouer le même tour que face à Boo. こいつがスーパーサイヤ人、スーパーサイヤ人2、スーパーサイヤ人3。こいつがCertes, Goku est stylé, mais je ne suis pas surpris. D'ailleurs, la couleur de la transformation ressemble un peu au SSJ4 Full Power de DB Heroes. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la série, j'ai fait un résumé il y a pas longtemps sur la chaîne. Pour le voir, cliquez sur la fiche en haut à droite. Bon, revenons à nos démons. Sous sa forme SSJ4, Goku compte affaiblir Goma au maximum pour qu'il puisse ensuite être pris par surprise dans la nuque. Je ne vous cache pas qu'il semble prendre du plaisir à malmener l'estomac du Fry Trooper, à un point où lorsqu'il lance un Kamehameha à pleine puissance, celui-ci se retrouve transpercé par le rayon qui parcourt le monde des démons en un coup. C'est quand même fou de se dire que le Kamehameha a traversé tout le royaume démoniaque en 5 secondes, alors que ça aura pris quasi 20 épisodes pour nos héros. Quoi qu'il en soit, c'est le moment pour Piccolo de profiter du moment de faiblesse de Goma pour l'attaquer. Sauf que celui-ci est aussi lent que sur Sparking Zero et se fait repousser in extremis par Goma. Le roi des démons se régénère alors une nouvelle fois et déploie sa puissance. Sauf que Majin Buu, avec le bouquin en main, saisit l'opportunité de frapper Goma 3 fois de suite et réussit à extraire l'œil maléfique, faisant reprendre à Goma son apparence initiale. Ni une ni deux, Glorio écrase l'Oculus, écartant toute nouvelle menace. Ça y est, le boss final de Daima est vaincu. Mais maintenant que le roi des démons est tombé, il faut faire un peu d'ingérence politique et mettre un nouveau souverain sur le trône. Vu que c'est Ku qui a vaincu Goma, il est donc désigné comme le nouveau roi du monde démoniaque. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une dictature, vu qu'il nomme quasi tout le monde ministre. Quant à Goma et Degesu, ils se retrouvent scellés par Harinsu dans une fiole pour 100 ans. Elle aurait clairement pu faire ça dès l'épisode 1, mais bon, on n'aurait pas eu de combat final. C'est l'heure des au revoir pour nos héros, qui décident vraiment de rentrer chez eux. Mais sur le chemin du retour, Goku demande à repasser dans la boutique aux insectes.
Finalement, l'insecte qui sert à fusionner n'aura servi à rien dans la série. Mais ce n'est pas le plus grave, car nos héros découvrent que dans l'un des bocals de la marchande se trouvent 2 Oculus tertiaires, concluant ainsi la série. Non, je déconne pas, le fameux item légendaire capable de rivaliser avec le SSJ4 peut en fait s'acheter dans une simple boutique. Et en plus, il est même pas unique. Autant j'aime bien l'humour décalé de Dragon Ball, mais là la conclusion nous confirme que la série n'a servi à rien. Aucun personnage n'a évolué mentalement, il n'y a pas de morale à l'histoire, et ils ont enlevé toutes les symboliques derrière les transformations, laissant juste un arrière-goût de nostalgie. Goma est aussi le pire antagoniste de toute la licence, qui est aussi menaçant qu'il est inutile. Bref, pour moi, Dragon Ball Daima est un potentiel gâché. On a rarement eu une aussi belle animation pour du Dragon Ball. Mais malheureusement, elle a été mise au service d'un scénario bancal au possible qui se veut être une pâle copie de GT. Au fil des années, Dragon Ball perd son statut d'œuvre pour prendre celui de licence. Et ce chemin finit rarement bien. Il y a juste à regarder l'état des jeux Pokémon actuels ou encore le déclin du MCU pour deviner que, malheureusement, Dragon Ball deviendra lui aussi plus qu'un fantôme de ce qu'il a été.